S'il est bien un objet archéologique qui paraît échapper à toute approche directe, c'est bien le parfum. Par essence, il est volatile, il a vocation à être répandu, porté, dispersé, évaporé. Pline l'Ancien caractérise parfaitement cet aspect lorsqu'il écrit que de tous les objets de luxe, le parfum est le plus superflu. Je cite, « Perles et gemmes passent tout de même aux héritiers. Les étoffes durent un certain temps, alors que les onguents s'évaporent dans l'instant, et pour ainsi dire, meurent en quelques heures. Unguenta illico expirant ac suis morintur oris » au livre 13, paragraphe 20. On a longtemps pensé ne pouvoir aborder l'étude des parfums antiques que par les sources écrites, au demeurant limitées principalement au traité sur les odeurs de Théophraste à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, à l'histoire naturelle de Pline, qui consacre 2 livres, le 12 et le 13, aux substances aromatiques et à leur combinaison, et surtout au premier livre du traité de Dioscoride, De Materia Medica, écrit au 1er siècle de notre ère. La documentation écrite est aussi complétée par quelques trop rares papyrus, tels ce papyrus du IIIe siècle trouvé probablement à Oxyrhynchos en Moyenne-Égypte, qui donne des indications sur un parfum à l'iris et un parfum au bétel. Ces ouvrages apportent des informations essentielles, notamment sur la structure des onguents, dont les substances aromatiques sont toujours fixées sur des huiles végétales, l'huile de moringa par exemple, ou l'huile d'amande amère, l'huile de sésame, l'huile d'olive, particulièrement l'huile d'olive verte. Et les textes antiques nous donnent aussi des indications sur les fleurs qu'on employait, les roses par exemple, les plantes, les pollens comme les safrans et les résines telles que la myrrhe par exemple. Il nous donne aussi des indications sur les procédés par enfleurage et par macération, ainsi que sur les lieux de production et leur commerce. Le commerce d'ailleurs de ces substances aromatiques, principalement venues d'Inde, d'Arabie, de la Corne de l'Afrique et de l'Asie mineure, commence à être mieux cerné par l'archéologie du Yémen, de l'Arabie saoudite et du Soudan, et par les découvertes matérielles d'épices et de plantes dans des contextes favorables. Je pense par exemple à ceux qui ont été récemment mis au jour dans les ports de la mer Rouge. Mais on a aussi d'autres indications grâce aux inscriptions qui, principalement à l'époque impériale romaine, mentionnent des agents commerciaux faisant le voyage depuis l'Inde. Toutefois, malgré des progrès récents, beaucoup d'identifications de végétaux mentionnés dans les textes restent sujettes à caution, tant sont imprécises les descriptions littéraires, après la perte de la plupart des illustrations qui accompagnaient les ouvrages antiques. L'archéologie peut-elle aider à approcher la nature et les fragrances des parfums antiques? Les archéologues ont travaillé, depuis le comte de Caylus et Bernard de Montfaucon, d'abord à étudier et à identifier les flacons à parfum. Ainsi sont nées des typologies des flacons, d'abord en pierre, mais en métal et en céramique, puis en verre sur noyau, puis en verre soufflé qui deviendra, à partir du 1er siècle de notre ère, le principal conteneur des parfums. On a progressivement identifié les origines géographiques de ces flacons et cerné précisément leur période de fabrication et leur usage. Mais, mis à part quelques tentatives pionnières dont parlera Nicolas Garnier, il a fallu attendre les 2 dernières décennies pour qu'on s'intéresse systématiquement au contenu. Comme il va l'expliquer, cette brusque irruption de l'archéologie biomoléculaire est due au perfectionnement inouï des appareils et des protocoles et à l'abaissement parallèle des coûts des analyses qui deviennent enfin abordables pour des recherches en sciences humaines. Des programmes de l'Agence nationale de la recherche, comme Peramo, lancé par Dominique Frère et Nicolas Garnier, suivi désormais du programme MAGI, ont permis de faire des avancées spectaculaires que nous allons évoquer. Deux autres voies ont été aussi récemment explorées.
Il s'agit d'une part de l'étude des ateliers de parfumeurs, et je ne résiste pas à la tentation de vous montrer la peinture de la maison des Vétilly qui représente les parfumeurs au travail au 1er siècle de notre ère, avec la fabrication de l'huile à parfum sur le côté droit de la diapositive, l'enfleurage au centre, le broyage des ingrédients dans un mortier, et puis la vente et l'essai des parfums par une cliente. Donc on a travaillé sur ces installations qui ont été retrouvées en plusieurs lieux de la Méditerranée, par exemple à Délos, en Grèce, à Pompéi, où nous avons récemment fouillé un certain nombre de ces parfumeries qui étaient situées à côté du forum, mais également à Paestum, où sur le forum même existaient également d'autres parfumeries. Il est aussi possible que des ateliers, dès l'âge du bronze, aient existé pour produire des parfums, en Crète notamment et à Chypre, mais nous verrons que les méthodes d'analyse employées lors de ces recherches ne sont pas adéquates pour véritablement le prouver. Les analyses biochimiques sont donc aussi sollicitées pour identifier les instruments de travail, aussi bien les cuves, les récipients pour cuire les parfums, que les vases pour les stocker. Elles peuvent donner des résultats décisifs à condition de suivre des protocoles stricts et comparables. La dernière approche d'archéologie expérimentale a été tentée à plusieurs reprises, mais ce n'est que ces dernières années que, grâce au soutien du département de la politique industrielle du CNRS, des expérimentations de longue haleine ont pu être menées dans certains laboratoires, notamment celui de l'Institut de chimie de l'Université de Nice, sous la direction de Xavier Fernandez, suivant des indications des analyses des flacons archéologiques et des recettes transmises notamment par Dioscoride. Les spécialistes de la parfumerie moderne ont reconstitué certains parfums antiques, notamment l'huile à la rose d'Italie, le Rhodinone italicone, ceci afin de les soumettre à des tests olfactifs réalisés par des nez et à des analyses par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Chromatogrammes obtenus montrent que les molécules montre des molécules que le chimiste travaillant sur des échantillons archéologiques devrait s'attendre à déceler. Mais les dégradations différentielles subies par les produits au cours des millénaires d'enfouissement rendent l'interprétation des analyses réalisées sur les flacons antiques toujours très délicate et jamais complète. Je laisse donc maintenant la parole au chimiste, en l'occurrence Nicolas Garnier, qui présentera le long cheminement des méthodes d'analyse et les résultats que l'on peut obtenir aujourd'hui. Donc, ayant vu après l'ordre du jour du programme, je vais vous présenter un petit historique des méthodes d'analyse qui ont été utilisées depuis le XIXe siècle sur les parfums. Alors, il s'agissait non pas d'analyse chimique au tout début, mais simplement des tests physiques, physico-chimiques, qui permettaient de révéler certaines caractéristiques des produits, comme on l'a vu pendant la première conférence, et c'est seulement récemment qu'on a commencé à faire vraiment des analyses. Alors là, dans cette conférence, je ne vous parlerai que de la matière organique, absolument pas de la matière minérale, parce qu'on traite des parfums, des produits naturels, ce sont des extraits de plantes, et on n'a quasiment que des composés organiques. Alors les premières études n'ont pas été menées par Berthelot, mais par son concurrent de la maison d'en face, au Muséum d'histoire naturelle. Donc en 1847-48 a été trouvée une tombe, la tombe de Saint-Médard-des-Prés en Vendée, et l'archéologue Fillon a eu la bonne idée de rencontrer le savant Chevreul, donc l'inventeur, découvreur des acides gras, et il s'est intéressé au matériel de cette tombe. Notamment, vous avez ici une série d'une quarantaine de vases en verre qui, pour la plupart, montraient encore des résidus à l'intérieur et pour certains des odeurs. Donc là, vous avez des photos des balsamères, vous voyez les résidus brunâtres qui avaient une odeur bitumineuse, empyromatique, ou des fragments ici, des sortes de résines. Donc ce qu'a fait Chevreul, à l'époque, c'était des tests de dissolution. Par exemple, le premier cas, donc, il essayait de dissoudre la matière organique dans de l'alcool bouillant. La fraction soluble avait des propriétés acides, avait une odeur de résine ressemblant à celle du pain maritime,
Et la fraction insoluble, il l'a distillée pour obtenir aussi un produit acide avec une odeur pyriteuse. Il effectuait aussi des caractérisations une succession de caractérisations à l'eau bouillante, à l'alcool froid, puis à l'alcool chaud. Et ainsi, donc, il pouvait extraire sélectivement des matériaux, les dissoudre, les recristalliser. Et par exemple, il a obtenu ici, sous le 1, un composé avec un point de fusion de 64 degrés. En fait, 63 degrés, ça correspond à de la cire d'abeille qui est pure. Donc, c'était une des premières identifications de matériaux. Et l'autre fraction, donc insoluble à l'alcool chaud, avait un point de fusion de 28 degrés. Et donc Chevreul avait déjà découvert les acides gras, les avait caractérisés par leur point de fusion, notamment l'acide palmitique à 16 atomes de carbone, le stéarique à 18 atomes de carbone. Et là, un point de fusion de 28 degrés, il en a déduit que c'est un mélange d'acide stéarique et margarique, c'est-à-dire à 18 et 15 atomes de carbone. L'acide stéarique, il avait raison. L'acide margarique, là, son interprétation était fausse, parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore bien les principes de la thermodynamique chimique, et notamment quand on a un mélange de corps gras, par cristallisation, on obtient une sorte de mélange deutétique, et le point de fusion de ce mélange est inférieur au point de fusion le plus bas des deux composés. Donc là, on peut réinterpréter ces identifications et dire que c'était un mélange d'acide stéarique et palmitique et non pas margarique. Ensuite, sont passées à peu près 50 années jusqu'à l'ouverture de la tombe de Toutankhamon en 1922. Et dans cette tombe, notamment dans l'antichambre, on avait énormément de matières, d'objets conservés. Donc des matériaux organiques qu'on savait organiques et bien conservés, donc c'était les vêtements et les restes végétaux, mais aussi des matériaux organiques potentiellement conservés et prisonniers sous forme de dépôts, d'imprégnation plus ou moins invisibles, donc dans des ustensiles, dans des petits vases cosmétiques, les momies humaines, donc tous les matériaux d'embaumement, les objets liés à l'éclairage qu'on retrouvait dans les lampes, les bandelettes de momies et la vaisselle, donc tous les vases qui auraient pu être imprégnés par leur contenu. Donc là, vous voyez un exemple, par exemple, un vase à cosmétique en calcite pris du haut, et vous voyez à l'intérieur une graisse avec les empreintes de doigts de pilleurs. Et là, vous voyez par exemple une statue avec une patine, une résine très brillante. Donc cette patine est obtenue en enduisant le bois d'une résine, d'un goudron, d'une huile, etc., ou de mélange de tous ces différents composés. Donc vous voyez que les matières organiques sont très bien conservées. Et les analyses ont été faites par Chapman et Plenderleif en 1926. Ils ont caractérisé le contenu de la lampe que vous avez vue précédemment. Donc, ils trouvaient une substance visqueuse jaune avec des petits nodules marrons à l'intérieur et se dégageait une odeur de genêt, coco, valériane. C'est à peu près les mêmes compositions chimiques. Et là, en fait, on réinterprète les résultats à l'heure actuelle. Ce ne sont pas des constituants du coco ou de la valériane, mais des produits de dégradation des huiles végétales insaturées qui donnent des molécules plus petites qui ont cette odeur. Donc, des tests de solubilité ont été effectués dans différents solvants, l'eau, l'éthanol, l'éther de pétrole, l'éther. Les échantillons ont été calcinés. La teneur en glycérol a pu être déterminée, ainsi que l'indice d'acidité, le nombre d'iode. Donc ça, ce sont des tests que l'on fait couramment pour caractériser les huiles végétales. Donc voilà ce qu'ils ont pu mettre en évidence par cette odeur très caractéristique. En fait, dans l'huile, au début, on a un acide oléique, et cet acide a une double liaison ici qui est sensible aux réactions d'oxydation. Et au cours du temps, par action de l'oxygène, la molécule ici va s'oxygéner et se casser en deux pour donner deux acides gras plus petits, et celui-ci notamment a une odeur de coco valériane. Et puis on a aussi d'autres phénomènes de dégradation, pas sous l'action de l'oxygène, mais sous l'action de micro-organismes dans le sol, et notamment la formation de l'adipocire, donc ce que l'on retrouve dans les cadavres. Et là, on a donc formation de nouveaux marqueurs qui sont appelés des marqueurs de dégradation. Donc on voit qu'on a des biomarqueurs et on a des marqueurs de dégradation qui sont issus de plusieurs voies de dégradation. Et la conclusion de leur article était
Bon, il n'y avait pas assez de matière organique pour identifier les stérols. Alors ces composés sont très intéressants. Vous connaissez le cholestérol qui est d'origine animale et tous les phytostérols, dont le cytostérol qui est végétal. Et ils n'ont pas pu les identifier. Alors non pas certainement parce qu'ils étaient absents et décomposés comme ils disent, mais plus probablement parce que la méthode d'analyse en 1926 n'était pas assez performante pour accéder à ces traces. Et là, un résultat intéressant, ils font l'hypothèse que ce n'était pas une huile végétale, mais une graisse animale, parce que le matériau comprenait 25 à 30% de trioléine. Alors, on va voir ce composé juste après à quoi il correspond. Alors après, il y a eu un grand blanc jusqu'à peu près les années 76-78. Alors une des méthodes qui a été très couramment utilisée, c'était la spectrométrie infrarouge, parce que c'est une des premières techniques d'analyse qui a été vraiment développée. Donc c'est une technique pour ces matériaux organiques. C'est une technique simple, un appareil peu coûteux, on peut facilement et rapidement préparer les échantillons sous forme de petites pastilles, et on mesure un spectre d'absorption infrarouge. Mais il faut faire assez attention, c'est que cette méthode présente de nombreuses limites. Donc l'étude a été faite, la première étude de matériel organique, c'est celle publiée par Françoise Formentier en 1976, qui a étudié les résidus contenus dans les amphores vinaires de la Madrague de Giens, donc une épave qui contenait à peu près 6000 amphores, datée de 70 avant Jésus-Christ. Donc elle a étudié ce dépôt marron qui était contenu dans les amphores, et voici le spectre infrarouge qu'elle a obtenu. Ça, c'est un spectre que j'avais refait pendant ma thèse, du même résidu comparé avec du vin rouge actuel, un médoc. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On a des bandes d'absorption. Donc une bande d'absorption ici correspond au OH, des bandes d'absorption correspondant au CO, mais en fait on voit que dans le vin de Gien, on a des bandes CO qui ne proviennent probablement pas de l'acide tartrique, mais d'autres composés, pas des carboxyles, mais des carbonyles. Et cette bande semble avoir disparu dans le vin de Gien. Donc Françoise Formentier, dans sa conclusion d'article, dit la méthode de spectrométrie infrarouge apporte des éléments sur la présence de fonctions chimiques, des alcools, des cétones, des acides, mais elle ne permet en aucun cas d'identifier la molécule, parce qu'il y a des centaines, des milliers de molécules qui comportent des fonctions acides, alcool et cétones, par exemple. Donc c'est une méthode d'identification incertaine, mais elle permet d'avoir une bonne vision de ce qu'il y a dans l'échantillon, quelles sont les familles chimiques présentes et quels sont les protocoles que l'on doit en mettre en place pour la suite. Alors on parlait de validité de méthodes analytiques, notamment des études récentes utilisent encore cette technique pour étudier des imprégnations de vases céramiques, et notamment donc l'étude menée sur ces vases néolithiques par McGovern, où vous voyez les spectres publiés. Et là, je vous laisse juger de la validité de la conclusion. C'est une boisson extrêmement fermentée. Donc là, comment voit-on l'alcool? Faite à partir de raisins sauvages, d'aubépine, de riz et de miel. En fait, on s'arrête à ce que disait Françoise Formentier en 1976. Donc là, il faut faire attention vraiment à la surinterprétation et savoir quelles sont les limites de chaque technique. Donc la méthode infrarouge est très bien pour identifier des fonctions chimiques ou alors étudier des modifications structurales lors de vieillissement de la matière, par exemple. Mais ce n'est qu'une première étape. Alors d'autres analyses ont été publiées, donc là c'est du 2006, mais c'est quand même un retour antérieur dans l'histoire des techniques, notamment l'utilisation des tests colorimétriques. Donc ça a été fait à partir de matériel chypriote, où là, ce qui a été fait, ce sont des tests de dissolution dans des mélanges de chloroforme et d'acide chlorhydrique. En tout, il y a eu un virage de la couleur, c'est passé au jaune, et la conclusion que l'on peut faire est qu'en fait, il y a de la matière organique qui s'est bien dissoute dans le chloroforme. Et la conclusion de l'article va beaucoup plus loin. Elle nous dit qu'on avait une résine de pistachier et même du pistachier térébinthe. Alors qu'on sait que même chimiquement, avec les méthodes d'analyse moléculaire, c'est assez difficile de distinguer entre elles les différentes espèces de pistachiers.
Et un autre test, par exemple, avec une oxydation en présence de dibrome, ça nous dit juste que on est en présence de molécules organiques insaturées, par exemple l'acide oléique de tout à l'heure, et leur conclusion était qu'on était en présence de sylvestrène, donc une molécule chimique, et de la bergamote, c'est-à-dire un matériau naturel composé de centaines de molécules chimiques. Donc voilà des exemples de surinterprétation, ou encore, donc je passerai sur le premier, mais le deuxième, un article sur des vases retrouvés au bord de la mer Morte, où là, pour identifier le contenu, des analyses élémentaires, donc des analyses des éléments chimiques, des minéraux, ont été faites, notamment des mesures de fer, de sélénium, cuivre, manganèse et zinc, et ces teneurs ont été comparées avec celles d'huile moderne. La conclusion de l'article était que les auteurs arrivaient à remonter à la recette du métopium, c'est-à-dire le baume de Judée, que tout le monde recherche depuis des dizaines d'années, du rhodinium, le myrtum laurum, donc les parfums au myrte, au laurier, et un onguent royal à base de myrrhe. En fait, pour identifier de l'organique, il faut vraiment chercher les molécules organiques et pas les pollutions minérales qui sont principalement apportées par le sédiment. Alors comment fait-on? Donc, soit on a un résidu visible, soit on a un résidu invisible comme des imprégnations des parois des vases en céramique qui sont poreuses et qui piègent une partie du contenu. Et ces échantillons sont broyés, extraits par différents solvants chimiques suivant les familles chimiques que l'on veut extraire. On effectue des purifications et les familles chimiques sont ensuite analysées, soit ensemble, soit une à une, par la technique suivante. Donc celle-ci s'appelle la chromatographie en phase gazeuse, où là vous avez un chromatogramme avec en abscisse le temps d'analyse. Et ce que vous faites, c'est en fait la diagnosis, c'est-à-dire vous séparez une à une, un à un, les composés du mélange. Mais une fois qu'on a séparé les molécules, on ne sait toujours pas ce que c'est. Donc, pour cela, on couple la chromatographie à la spectrométrie de masse. Et là, pour chaque pic moléculaire, on a un spectre de masse. Donc, d'après la première conférence, ça correspondrait en fait à la carte d'identité, au logos de chaque molécule. Et on fait ce travail pour chaque molécule. On identifie ainsi l'acide palmitique, l'acide stéarique, oléique et leurs marqueurs de dégradation. Donc voilà en fait l'approche que l'on fait en analyse qualitative pour séparer et pour identifier chacun des marqueurs un à un. Alors cette méthode a été appliquée donc, en 1976, toujours par Françoise Formanti, au contenu d'amphores, des amphores à huile, donc les Dressel-20, et voilà le chromatogramme qu'elle a obtenu. Donc à l'époque, il se lisait de droite à gauche. Les pics ne sont pas très bien résolus, mais le pic numéro 4 correspond à un pic d'acide oléique. Quand on a de l'acide oléique, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Est-ce qu'on peut dire que l'on a de l'huile d'olive? Alors, archéologiquement, on a une Dressel-20, on sait que ça vient de bétique, on sait que la bétique produit énormément d'huile d'olive, mais chimiquement, est-ce que c'est suffisant? Alors, l'huile d'olive, qu'est-ce que c'est? En fait, il n'y a pas d'acide gras libre dans l'huile, mais les acides gras sont sous forme de triglycérides à plus de 99%. Alors, un triglycéride, c'est cette molécule-là, où vous avez c'est-à-dire 3 molécules d'acide, ce sont les grandes chaînes, qui sont collées, estérifiées, donc par des liaisons ester, avec au centre une molécule de glycérol. Et l'analyse de l'huile d'olive moderne donne notamment ici un pic OOO, c'est la trioléine, avec 32% de trioléine dans l'huile d'olive. Donc il n'y a pas que de l'acide oléique ou de la trioléine dans l'huile d'olive. Et si on se rappelle tout à l'heure les résultats de Chapman, qui disait à 30% de trioléine, ça ne peut pas être une huile végétale, c'est une graisse animale. Ici, une analyse d'huile moderne, d'olive, montre bien le même taux de trioléine. Alors, on n'a pas ce triglycéride, on a l'acide oléique. Alors, dans l'huile d'olive, on a 75% d'acide oléique. Mais est-ce que cet acide se retrouve dans d'autres huiles? En fait, oui. Il se retrouve dans toutes les huiles végétales, dans toutes les graisses animales, dans toutes les cires. Il est absolument partout dans notre environnement. Et notamment, vous voyez, l'huile de palme, donc comme son nom l'indique, riche en acide palmitique, c'est celui-là, contient aussi de l'acide oléique. Donc, si on retrouve de l'acide oléique dans un échantillon archéologique, on ne peut pas en conclure que c'est de l'huile d'olive, on peut juste dire que c'est un corps gras. Donc, pour aller plus loin, on peut faire des analyses isotopiques de mesure notamment du rapport carbone 12 sur carbone 13.
et on le fait sur les pics principaux, donc toujours c'est quasiment acide palmitique, acide stéarique, parce que ce sont les mieux conservés. Je passerai sur les détails, mais les résultats que l'on peut obtenir, c'est une distinction entre les produits laitiers, les graisses animales, de ruminants, de non-ruminants, et hors diagramme aussi la distinction avec les cires et les graisses de poissons, poissons de mer ou poissons de rivière. Alors, est-ce qu'on peut aller plus loin dans les interprétations? Oui, dans l'identification. Donc, on peut rechercher les triglycérides, c'est-à-dire ces biomarqueurs constituant 99% des huiles. Alors, la méthode de chromatographie a des limites parce que ces composés sont peu volatiles et on peut seulement séparer 3 pics qui correspondent à des molécules à 50, 52, 54 atomes de carbone. Mais tout ça ne permet pas d'identifier l'huile. Donc pour cela, on passe à un autre type de spectrométrie de masse qui permet d'analyser l'échantillon non en phase gazeuse, mais liquide, donc qui donne accès aux composés non volatiles. Et donc cette spectrométrie de masse, dite en mode électrospray ou nanospray, nous donne toujours 3 pics, 50, 52, 54, mais en plus, comme on mesure les masses précisément, on sait qu'on a 2 et 3 insaturations. Donc là, on commence à avoir une technique, une caractérisation un peu plus précise. Et on ne peut pas interpréter les résultats en se référant à la bibliographie de pharmacologie, phytochimie, parce que en fait, ces méthodes sont assez récentes et la bibliographie, tout ce que l'on trouve datant des années 70-80, étudiait les acides gras mais pas les triglycérides. Donc on est obligé de faire un lourd travail de création de bases de données, de prendre tous les matériaux biologiques et de les analyser un à un. Donc là, le travail a été fait sur les huiles végétales et vous voyez qu'on les distingue par des profils de triglycérides assez resserrés. Ils se distinguent des produits laitiers qui, eux, montrent une distribution très large pour les mammifères courants, la vache, la chèvre, la brebis. Il y a le dromadaire qui se distingue, qui, lui, a une distribution qui ressemble plus aux graisses animales. Et dans les graisses animales, donc vous voyez, c'est à peu près mixte. C'est assez intéressant parce qu'on retrouve toujours les 48, 50, 52, 54, ces pics-là, et ces massifs, mais pour les 3 premiers, on a des massifs intermédiaires, 51, 53, etc. En fait, les paires correspondent aux animaux non ruminants, le cochon, le canard, et si on s'intéresse au bœuf, au veau, à l'agneau, ce sont des ruminants, et leurs graisses sont synthétisées à partir de leur alimentation, mais aussi à l'assimilation de leurs aliments et la digestion qui sont faites par les bactéries du rumen, donc dans leur estomac, dans la panse, et ces bactéries ont un métabolisme et créent des acides gras à nombre impair, d'où la distinction que l'on peut faire entre mammifères ruminants et non ruminants. Alors une application était celle-ci, l'étude de lampes à huile retrouvées à Petra. Et je passe rapidement sur les détails. On fait de la spectrométrie de masse encore plus poussée, en mode tandem, en MSMS, et là on a accès à la structure moléculaire de chacun des pics, chaque masse. Et là, c'était la première fois qu'on pouvait identifier à coup sûr de l'huile de sésame. La composition chimique était exactement la même pour le composé 891, pour l'huile de sésame moderne et pour l'huile de sésame archéologique. Donc là, je passerai sur les huiles, comment identifier des huiles. Donc voilà. Je vais revenir au principe actif des parfums. Donc on a repris les analyses de la tombe de Saint-Médard-des-Prés et par les méthodes actuelles, donc soit les vases étaient vides, qu'est-ce que l'on a retrouvé? En fait, des cires végétales, donc probablement des pollutions qui venaient de la matière environnante, ou pour les résidus marrons, c'était pour la plupart des dérivés de résine, de conifères, qui étaient préparés avec des huiles végétales et longuement chauffées, ou alors, comme ici, des très très grandes quantités de cire végétale qui n'étaient pas dues à des pollutions environnementales et des migrations, mais plutôt à la préparation du parfum lui-même, obtenu par décoction de plantes. Et donc, lors de la décoction, dans l'eau bouillante, les cires sont extraites, et comme c'est des matériaux lipidiques, des composés lipidiques, ils se conservent et on les retrouve très bien.
Alors, un autre exemple de résine retrouvée, de parfum, était dans une tombe du 6e, 4e siècle avant Jésus-Christ au Cap Bon, à Kerkouan, en Tunisie. Donc, ce bloc avait été noté par, donc c'est un peu des fouilles amateurs, faites par un chimiste, Fetter, au début du XXe siècle. Et son échantillon, il l'a mis en dépôt au musée Fragonard à Grasse et il l'a étiqueté cyste ladanifère parce que ça lui rappelait l'odeur du cyste. Et on a fait des analyses, mais là, pareil, comment on identifie du cyste? Quels sont les marqueurs? Donc en fait, on travaille ensemble avec des botanistes qui vont faire les récoltes des plantes sur place, qui les authentifient, et on a travaillé donc sur différents cystes, le ladanifère, celui de Montpellier, celui à feuilles de sauge, de laurier, de peuplier, et le cyste crétois. Et l'analyse chimique comparative nous a permis de remonter au cyste ladanifère. Alors une des approches que l'on faisait au début et qui était assez fausse était de vouloir comparer ici le profil du parfum archéologique à celui des huiles essentielles qu'on utilise pour les parfums modernes. Mais comme la distillation n'était pas utilisée, en fait, les méthodes d'extraction des principes odorants étaient complètement différentes. Donc c'était fait par infusion, par enfleurage dans des corps gras. Du coup, la composition chimique à la fin est complètement différente. Mais ce qu'on remarque en comparant les deux, c'est que les composés de l'huile essentielle, on en a une trentaine, on les retrouve tous dans le profil, à l'état de trace, et surtout, les marqueurs intéressants, ce sont ceux-là, les 3 pics, qui sont des acides labdénoïques, qui sont des marqueurs spécifiques du cyste. Et en étudiant leurs proportions relatives, on a pu discriminer, identifier le cyste ladanifère. Voilà. Alors, je vais faire rapidement. Pour l'étude des parfums, donc c'était l'objet de notre programme ANR Peramo. On a étudié de nombreux sites. Vous voyez des exemples de céramique, des vases en pierre, en faïence et des vases en verre qui, pour la plupart, ne contenaient aucun résidu visible. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a absolument rien de conservé. Donc là, sous forme de dépôt invisible à l'intérieur des vases, soit là, sous forme d'imprégnation pour des brûle-parfums. Et en étudiant les profils des acides gras, par exemple, ce sont les mieux conservés, donc on arrive à distinguer les origines, si ce sont des produits laitiers, des graisses animales, et par l'estérol, si c'est une origine animale ou végétale. Et pour compléter ce que montrait Jean-Pierre tout à l'heure sur l'amé retrouvé à Paestum, à Iadelos, on est allé faire des prélèvements à Kodapa, donc c'est au bord du golfe céramique en Turquie. Et là, on a étudié des mets qui étaient en place depuis 2500 ans, depuis qu'elles ont été utilisées et à l'air libre. Et qu'est-ce que l'on a retrouvé? Énormément de pollution, des sucres, des stérols en C28, donc eux proviennent probablement plutôt des mousses et des lichens. Et puis quand même des acides gras insaturés, voire très insaturés, l'acide linoléique et des phytostérols qui montraient bien qu'on avait du matériel végétal. Donc là, on voit que même exposé pendant 2500 ans aux intempéries, on arrive quand même à avoir des marqueurs conservés. Et en Égypte, au niveau de l'identification des supports, qu'est-ce qu'on utilisait? Donc là, l'étude de 5 vases provenant du désert égyptien nous montrait un profil d'acide gras vraiment identique pour les différents composés, qui ne ressemble pas à ceux d'une huile végétale ni à d'une graisse animale, mais à une plante tout à fait particulière qui est le moringa, donc l'huile de benne ou l'huile de banne. Et donc par comparaison avec des échantillons authentiques venant de Tanzanie, c'est là où on la trouve actuellement, on a pu identifier complètement que le parfum était à l'huile de banne. Et puis les principes odorants, donc c'est pour finir, on a étudié une série de vases en verre qui provenaient de Sardaigne, donc ces 3 vases-là qui nous intéressent. Et à notre surprise, on a retrouvé des molécules qui sont très volatiles, notamment du camphre, un très grand pic de camphre accompagné de toute une série de petites molécules. Alors la première question était, est-ce que ce n'était pas des pollutions provenant de produits vaporisés dans les réserves des musées, parce que ça arrive souvent? Non, parce que ce camphre avait des propriétés optiques, il était pur, et donc c'était bien une origine végétale. Donc en travaillant avec les botanistes, les sources proposées étaient les suivants: les sauges, les astéracées comme la camomille ou les achillées, ou pour nos régions proches, ou alors une plante très, très riche en camphre, particulièrement pure,
Et là, on a très peu de candidats, on n'en a que 2. Le cannelier camphrier, donc le Cinnamomum camphora, ou alors l'Ocotea ou zambarensis, que l'on retrouve dans la Corne de l'Afrique. Le deuxième vase, encore un petit peu de camphre, de bornéole, et puis ce composé-là, du clovandiol, qui nous orienterait vers du souchet, ou un produit de dégradation du cariophyllène, donc qui témoignerait de la production de bière. Mais là, vu le contexte, on s'orienterait plutôt vers l'utilisation du souchet. Et l'oxyde de manoïl, lui, alors non pas le cis creticus est un bon candidat, mais on ne retrouve pas les acides labdéniques, donc ça serait plutôt du Juniperus oxycedrus, donc connu pour la fabrication de l'huile de cade. Et un exemple, ce petit alabastre trouvé en Étrurie contenait un baume à l'intérieur, très solide. Donc on a été 2 laboratoires à faire l'analyse comparée avec l'École normale supérieure de Pise. Donc voilà les premières analyses, le premier chromatogramme qu'on trouve avec beaucoup d'acide oléique. Et la partie la plus intéressante, c'est ce gros massif complexe de triterpènes. Et en fait, il faut faire énormément d'extraction, de purification sélective pour avoir un bon résultat. Et qu'est-ce qu'on trouve à la fin? Donc le profil des acides gras et des stérols nous indique que l'on a une huile de moringa, le Moringa oleifera, et la purification des triterpènes nous montre qu'on a une résine de mastic, donc du pistachier, et tous ces marqueurs de dégradation thermique qui nous montrent qu'en fait, le pistachier a été chauffé volontairement, parce que ce ne sont pas des produits de dégradation naturelle. Et ainsi, donc les voilà, c'était eux. Et ainsi, on a pu remonter à la recette de ce baume que vous voyez ici, qui était fait à partir d'huile de banne, le moringa, qui contenait de la résine de pistachier qui a été chauffée et dégradée, une autre résine triterpénique, donc de feuillus qu'on n'a pas pu identifier, mélangée avec de faibles quantités de résine de pinacée, des cires naturelles végétales, donc là peut-être permettant de remonter au processus de décoction, et des graisses animales. Donc voilà, à l'heure actuelle, ce que l'on peut faire en analyse chimique. C'est un travail collectif, interdisciplinaire, entre archéologues, chimistes, botanistes, où on essaie d'identifier les espèces, de valider tous les protocoles en travaillant sur des espèces végétales actuelles authentifiées pour obtenir le maximum d'informations et ainsi essayer de remonter aux recettes. Ouais, je vous remercie.